La ministre nous explique que on a eu des créations de postes dans le premier degré dès qu'il y avait 5 élèves de plus par classe, dès qu'il y en avait 10 de plus dans le second degré. Elle se satisfait aussi de la réforme de la formation, et tous ces points, on pourra les énumérer pour dire que effectivement il y a eu des réformes depuis 2012, mais que le bilan qu'elle nous dresse maintenant, un bilan qui sent bon l'élection présidentielle du printemps prochain, peut être largement démonté quand on regarde la réalité en face dans les écoles, dans les collèges et les lycées du département et de France. Ce qui était étonnant aussi, c'est de... Si on l'écoute, tout va très bien, mais le ton était quand même très agressif. C'était très offensif pour une réforme, notamment du collège, qui doit très bien se passer, qui doit être paisible. On a trouvé que le ton était à l'offensif, alors qu'elle avait l'air de dire que c'était plutôt... tout allait bien. Attaquer dans ces cas. Voilà. Tout va bien, tout est calme, mais de manière offensive. Donc c'est un peu... Elle n'est peut-être pas si sereine que ça. Dans les points alors qui pourraient paraître comme des redites, mais les réformes qu'elle peut nous annoncer comme étant passées ne sont toujours pas acceptées par les personnels. Moi, je parlerai plus particulièrement du premier degré. Si on prend la réforme des rythmes scolaires, on a encore chaque année, à chaque organisation, des difficultés de mise en œuvre, donc des difficultés pratiques, mais on a surtout maintenant les moyens de dire que les élèves n'apprennent pas mieux avec la matinée du mercredi matin. C'est-à-dire que cette réforme qui coûte très cher aux communes, et qui coûte aussi très cher en termes de conditions de travail, d'organisation de vie familiale, n'a pas du tout les effets escomptés d'un point de vue pédagogique. Donc on continue, nous, à affirmer que cette réforme a été mal préparée et mal faite, même si une réforme des rythmes était nécessaire, celle-ci continue de ne pas nous convenir. Ensuite, il y a les réformes qui concernent plus le second degré. Là, je laisserai parler mon collègue. Donc oui, la grande nouveauté de la rentrée, c'est la réforme du collège, qui est très difficilement acceptée par les collègues. Donc il y a 4 nouveaux programmes. Oui, on va être précis là-dessus parce que... Voilà. Donc tous les programmes du collège sont changés. Je ne sais pas si c'est inédit, mais dans tous les cas, c'est rarement le cas. Donc en dehors de toute cohérence pédagogique, puisque des élèves qui vont entrer en 3e vont avoir un programme qui est conçu normalement depuis l'école primaire, en continuité de la réforme du programme du premier degré, sans avoir eu, entre guillemets, les nouveaux programmes, ni en 6e, ni en 5e, ni en 4e. Donc pour les équipes, c'est... Moins vite. Pour les équipes, c'est difficile, ça fait beaucoup de travail. Et en plus, à l'heure où on a vu un bilan un peu en trompe-l'œil, orienté de la réforme du lycée, puisque la réforme du collège vient justement s'appuie beaucoup sur la réforme du lycée. Or, au lycée, les objectifs annoncés de la réforme ne sont pas du tout atteints, puisqu'il fallait rééquilibrer les filières, redonner une vraie existence aux filières pour... On n'a rien vu en fait, les lycées... C'est même... je crois que la tendance est pire qu'avant. Le bac S est en train de phagocyter quasiment tous les autres baccalauréats. Le bac STI 2D notamment, en supprimant le bac STI. Le bac STI 2D vivote, mais ce n'est pas du tout l'objectif d'être une alternative crédible au bac S. Dans les chiffres, il y a de plus en plus d'élèves en S. Donc à l'heure où la réforme du lycée, le bilan est tronqué et où ça n'a pas atteint les objectifs, avec notamment l'aide personnalisée qui va être mise en place au collège, c'est quand même ambitieux de lancer la réforme du collège en s'appuyant sur des dispositifs qui n'ont pas fonctionné au lycée. C'est des sables mouvants en amont et en aval. Oui, je vois la réforme des rythmes, elle était nécessaire au premier degré, mais pas celle-ci. La réforme du lycée est nécessaire, de rééquilibrer les filières, c'est un vrai souci. Ça n'a pas atteint les objectifs, et avec, je pense, les mêmes idées, les mêmes recettes, on veut l'appliquer au collège qui a besoin certainement d'être amélioré, mais on utilise des outils où les enseignants le savent, qui n'ont pas montré leur efficacité au lycée. Donc la réforme arrive, c'est beaucoup de travail avec des outils, donc ils savent que ça n'a pas été si formidable que ça au lycée. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une rentrée si facile que ça, par rapport à tout ça. Ce qui gêne en fait à chaque fois dans les réformes qui ont pu être appliquées, c'est que selon nous, ils n'ont jamais
questionner le problème de fond qui était le nombre d'élèves par classe. Si on veut permettre une meilleure réussite de tous les élèves, si on veut permettre plus d'individualisation, pour nous, c'est pas en cherchant à créer des parcours plus ou moins définis à l'avance, où les élèves iraient prendre ici un petit peu d'aide, ici un petit peu d'options, c'est de pouvoir travailler avec leurs camarades toute la journée dans une classe, parce que nous on va faire classe, on va pas faire des ateliers à gauche ou des ateliers à droite, on fait classe, c'est le métier d'enseignant, et pour mieux le faire, il faut avoir moins d'élèves par classe. Et on se rend compte que ça a été validé par différentes études universitaires, que ce soit en France ou aux États-Unis, et le seuil fixé est à 18 élèves. À partir de 18 élèves et en deçà, on peut avoir de bonnes répercussions en termes de réussite et d'apprentissage. Là, on a l'effet inverse, on nous fait des réformes qu'on nous vend comme étant pédagogiques, et à côté de ça, on voit que le pendant, c'est par exemple de favoriser l'apprentissage au maximum. C'est pas juste parce que l'apprentissage marcherait mieux, c'est parce qu'ils savent très bien que l'école qu'ils nous proposent ne fonctionnera pas mieux, et qu'il faut trouver à un moment donné où mettre les élèves qui ne s'y sentent pas bien. Plutôt que de faire l'inverse, de réduire le nombre d'élèves par classe, donc d'embaucher plus d'enseignants, et également de personnel administratif, de personnel agent dans les établissements, de personnel de vie scolaire, pour pouvoir encadrer et aider au mieux les élèves qu'on peut avoir dans nos écoles. Quand on dit qu'il aurait fallu d'autres réformes, c'est pas juste une formule. On porte depuis la création à Sud Éducation l'idée d'avoir une école qui soit polyvalente et polytechnique. L'idée, c'est d'avoir justement une école qui permette de ne pas avoir ce tri social qu'on a en trois secteurs que sont à la fin le lycée professionnel, le lycée technique et le lycée général, où on retrouve le même tri qu'on a dans le marché du travail ensuite. Et je parlais justement des postes, là ça s'illustre très bien dans le premier degré dans l'Allier, puisque notre département va commencer avec 1,5 enseignants en moins par rapport au poste. Ça veut dire que d'ores et déjà, on va commencer l'année en devant prendre sur le quota de remplaçants. Sachant qu'on vient de passer encore une année qui a succédé à d'autres, de problèmes importants de remplacement dans les écoles dans le premier degré. 1,5 encore. On peut d'ores et déjà se dire que ça ne va pas s'arranger. Dans les autres points qu'on pourrait aborder comme ça un peu rapidement, l'année dernière on a vu, et dans le second degré et dans le premier degré, une mise à mal de la formation, où la formation n'était plus un outil pour améliorer nos pratiques, mais devenait vraiment un outil du ministère pour nous conformer au maximum aux nouvelles réformes. On l'a vu dans le second degré, avec des formations obligatoires dans la réforme du collège. Et alors dans le premier degré, on l'a vu, parce qu'à cause des problèmes de remplacement, beaucoup de formations ont été annulées et sont remplacées petit à petit par des formations, on va dire, numérisées. Alors je pourrais prendre un exemple un peu rigolo, qui nous fait rire jaune, mais une des formations qui était sortie sur la laïcité, avec tous les enjeux que revêt cette question aujourd'hui, s'est transformée par un QCM devant un ordinateur. Et nous, on continue de penser que les collègues ont beaucoup à s'apporter entre eux, et donc pour ça, il faut des cadres de concertation collective, mais qu'on n'a pas besoin d'abord d'un ordinateur et même d'un chef pour nous dire quoi faire, qu'on aurait beaucoup à s'apporter entre nous. Donc voilà un petit peu ce qu'on aurait envie de dire à la ministre au moment où elle est en train de se satisfaire de la situation. Et on a bien compris que elle, l'enjeu, c'était de répondre aux attaques encore pires que nous promettent les Juppé, Sarkozy ou Fillon. Parce qu'on sait que ce ne sera pas mieux avec eux. On sait aussi concrètement que ça ne s'était pas amélioré pendant les 5 ans. Après, c'est vrai qu'elle a raison, je dis tout va bien se passer, mais c'est pas parce que vraiment la réforme a été... tout a été prévu par le ministère ou bien accompagné, c'est parce que la plupart des collègues vont faire tout leur possible pour que ça se passe bien, au détriment de leur vie personnelle. J'ai des collègues qui commencent déjà à travailler sur des projets, ils vont faire tout leur maximum pour faire 4 nouveaux programmes, pour que les élèves, ça se passe le mieux possible, c'est une évidence. Mais les collègues, c'est de plus en plus difficile, plus d'élèves par classe, plus de travail, plus de documents administratifs, donc c'est au détriment de la vie privée, de la santé. Et c'est quelque chose que l'on défend énormément à Sud, les conditions de travail, l'hygiène au travail, la santé, la sécurité. Ça tire vraiment sur les... En fait, j'aurais tendance à dire que l'éducation nationale, mais comme plein d'autres
services ou d'autres entreprises fonctionnent sur le don de soi de ses personnels et de ses Oui, salariés. la conscience professionnelle. un peu Voilà. de- Là-dessus, on n'est pas mieux ou pire que d'autres. Après, nous, on milite dans ce champ d'action-là, donc on parle de suicide. Mais c'est effectivement, on sent cette santé au travail qui se dégrade parce que on a eu beaucoup plus que d'habitude l'année dernière à intervenir syndicalement sur des conflits relationnels au sein d'écoles ou d'établissements. Pas forcément des conflits avec la hiérarchie, mais on pourrait, parfois avec la hiérarchie, mais en plus avec les réformes mises en place, notamment celle du collège, où il va y avoir des hiérarchies intermédiaires, des sortes de hiérarchies horizontales, où le collègue est plus vraiment un collègue avec lequel on travaille, mais peut avoir des indemnités, ou peut être exempté de certaines heures pour prendre certaines fonctions. On se retrouve aussi à lutter contre des hiérarchies qui sont non dites, des hiérarchies qui sont horizontales. Et c'est vrai que, alors on avait dû le dire l'année dernière, nous on continue notre campagne sur les conditions de travail, une campagne qu'on a appelée Et voilà le travail, qui est une campagne qui a pour but d'obliger l'éducation nationale à remplir ses obligations d'employeur. Parce qu'il faut savoir que chez nous, tout ce qui est CHSCT, registre santé et sécurité au travail, enfin des documents sur lesquels on pourrait juste faire une conférence de presse en allant plus loin, enfin tous ces documents ne sont pas connus des personnels, ne sont quasiment pas utilisés. Et pour imposer leur utilisation, on a dû intervenir à plusieurs reprises. En plus, on s'est rendu compte que des fois, ça pouvait aider réellement des équipes. Oui, là-dessus, c'est vrai que c'est prévu par la loi, il faut se battre uniquement pour faire appliquer la loi. Dans beaucoup de cas, les établissements ne la connaissent pas, mais dans quelques cas, il y a des pressions pour ne pas que ce soit mis en place. À l'intox en disant ah ben non, il faut demander un registre particulier, non, ça se fait pas comme ça. Il y a une méconnaissance totale. Ouais. De toute manière, une des, je veux dire, des maladies professionnelles, même si on ne peut pas l'appeler comme ça au sens strict, la plus reconnue chez les enseignants, c'est tout ce qui va toucher les formes de dépression. Et on a dans les caisses de la MGN rien du tout là-dessus, parce qu'il y aurait un très gros travail pour faire reconnaître justement les arrêts pour dépression comme des accidents professionnels. Et donc nous, on continue de mener ce travail-là. Ce travail-là, on ne pourra pas le mener sans les collègues, puisqu'il s'agit aussi d'eux et qu'on ne peut pas agir à leur place, on ne peut pas agir sans les nommer. Mais on continue cette formation et justement pour pouvoir agir avec eux, on leur proposera là, dès le premier trimestre de cette année, dans la suite de ce qu'on a déjà pu faire, une formation sur le thème des conditions de travail, du droit au travail, parce qu'il y a aussi une énorme méconnaissance justement de ces droits-là. Et c'est toujours sur le même principe que, comme vous faites ce métier, vous vous privez de tout le reste, quoi. Vous n'êtes pas un salarié comme un autre, quoi. Il y a un peu l'idée de cette vocation, mais je crois Ouais, qu'il y a aussi beaucoup d'isolement, parce que ça reste un métier, même s'il y a des établissements à plus de 200 profs, vu la manière dont sont montés les emplois du temps et le travail qu'il y a à faire à la maison, ça reste un métier très individuel. Et nous, notre rôle de syndicat, c'est justement d'arriver à créer du collectif. Et on se rend compte que quand des situations arrivent à se dénouer d'une manière positive pour les personnes, c'est parce qu'on a réussi à jouer collectivement. Le reste pour nous, le reste ne fonctionne pas. Et bon, ça étonnera personne qu'on dise que notre travail de syndicat, c'est de faire du collectif. Donc on fera cette formation aussi pour dire que nous, on veut bien permettre aux collègues de se retrouver entre eux pour discuter de leurs conditions de travail, de ce qui se passe dans leur établissement ou dans leur école, puisqu'on a de plus en plus de mal à le faire. Et puis pour conclure, avant peut-être de répondre à des questions, justement les points qu'on notait sur les conditions de travail sont des choses qui vont être mises à mal par la loi El Khomri, qui est passée donc comme il était prévu stratégiquement pendant l'été à coup de 49.3, donc il y avait deux parades possibles du gouvernement, il les a utilisées toutes les deux, faire ça en douce pendant l'été en évitant tout débat démocratique, ce qui n'empêche pas qu'il y aura une mobilisation le 15 septembre prochain. Donc là on n'a pas défini de forme, nous on poussera au niveau de Sud Éducation pour que cette mobilisation passe chez les collègues par la grève. Et on travaillera avec Sud Éducation dans Solidaire et dans l'intersyndicale, avec la CGT, avec FO, avec la FSU et avec les syndicats lycéens et étudiants pour que cette mobilisation puisse donner un bon élan
dès la rentrée. Il y a déjà des tracts, des communications, des affiches qui sont parties en direction de nos adhérents, de nos sympathisants, dans les écoles et les établissements. Et on se donne là, ça fait pas beaucoup de temps, mais on va dire 10 jours pour arriver à bien mobiliser pour cette grève.